Une main tendue aux sans-abri, c'est le rôle du SAMU social qui fête ce week-end ses 30 ans. Un triste anniversaire alors que le nombre de SDF est au plus haut, plus de 300 000 dans le pays. L'association peine aujourd'hui à répondre aux demandes de logement. Marine Mulsé, et on retrouve nos invités. Depuis 30 ans, le SAMU social vient en aide aux sans-abri. 30 ans que les équipes mobiles d'aide, les EMA, se rendent chaque nuit tout au long de l'année à la rencontre des personnes en détresse. À l'automne 1993, durant la nuit du 22 au 23 novembre, s'ébranlent les premières maraudes du SAMU social dans Paris. Dans la foulée, ces missions sont dupliquées dans les autres départements, avec des SAMU sociaux essentiellement gérés par la Croix-Rouge. Aujourd'hui, on estime que le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans pour atteindre 300 000 personnes sur l'ensemble du territoire, et leur profil a changé. Depuis 30 ans, ce qu'on voit, c'est que c'est toute la société qui a été touchée. Il y a des phénomènes différents. D'une part, il y a un phénomène de migration, de crise migratoire, qui fait que des gens arrivent, ne sont pas bien accueillis et se retrouvent en situation de difficulté. Il y a aussi le fait que des secteurs entiers de la population sont touchés, les familles sont précarisées. Des choses qui vous rendaient fragiles deviennent des facteurs de précarité. Manque de personnel, manque de places d'hébergement, le dispositif est à la peine. Les demandes dépassent largement les possibilités d'hébergement. Le numéro d'urgence, le 115, est même saturé. À Lyon, pour la première fois de son histoire, le SAMU social a fait un appel aux dons mercredi dernier pour faire face à l'urgence. Et on vient de l'entendre, la situation est particulièrement préoccupante dans la région de Lyon. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Marie-Charlotte Garin, merci d'être avec nous, députée écologiste NUP du Rhône. Merci également à Pascal Izoard qui nous a rejoint, directeur général d'Alinéa, l'association porteuse du SAMU social dans ce département. Pascal Izoard, on l'a dit, pour la première fois, le SAMU social de Lyon appelle aux dons pour faire face à l'urgence. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative inédite ? Ce qui a motivé cette initiative inédite, c'est une situation d'une gravité tout aussi inédite. Actuellement, il y a 14 000 personnes qui sont en demande d'hébergement, officiellement recensées sur le territoire de la métropole de Lyon. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Et si on se réfère à l'histoire, l'appel de l'abbé Pierre, très célèbre en février 54, en l'hiver 54, pardon, était un appel où il dénonçait la présence de 2000 personnes à la rue. Donc on ne peut pas laisser cette situation perdurer. Ça se massifie, ça s'enquiste. Il n'y a plus de solution à offrir et c'est totalement intolérable. 14 000 personnes, dans le concret, c'est 14 000 femmes, 14 000 hommes, papa, maman, enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap. On est vraiment face à une situation qui nous dépasse un petit peu, qui est indigne, d'autant plus que le droit à l'hébergement d'urgence, qui n'est pas possible parce que c'est saturé. Là, vous voyez d'ailleurs un campement proche des locaux du SAMU social qui a été démantelé il y a peu et qui continue d'alimenter plein d'autres campements dans la ville aujourd'hui. Ces situations-là sont intolérables et c'est pour ça qu'on lance ce cri d'alerte et cet appel à l'aide aussi auprès du public parce qu'on n'arrive plus à faire face. Alors Marie-Charlotte Garin, vous avez passé la nuit de jeudi dans une école de Lyon aux côtés d'un couple de sans-abri et de leurs 3 enfants, dont un bébé de 6 mois. Une action coup de poing pour alerter sur le manque d'hébergement d'urgence. Vous avez dormi sur un tapis de sol, vous avez raconté cette expérience notamment sur les réseaux sociaux. Comment vous avez vécu tout simplement, d'abord à titre personnel, cette nuit, cette expérience ? Je l'ai vécu bien évidemment avec beaucoup de colère, puisqu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, on ait 2822 enfants qui dorment à la rue. Et donc, d'autant plus de colère qu'on venait cette semaine, après le 49.3, d'apprendre que les amendements qu'on avait fait voter de manière transpartisane, donc c'est-à-dire avec des députés de la majorité, ils avaient été retoqués par le 49.3 de la Première ministre, alors qu'on avait voté effectivement l'ouverture de 10 000 places d'hébergement d'urgence. 10 000 places pour permettre aux travailleurs sociaux de ne pas devoir faire un tri par le pire face à la vulnérabilité des personnes qu'ils rencontrent sur le terrain. Et puis 10 000 places pour notamment pouvoir mettre ces enfants à la rue qui dorment dehors dans notre pays. Donc beaucoup de colère. Qu'est-ce que vous entendez par tri par le pire ? Alors je pense que Pascal Isoard en parlera plus que moi, mais en gros aujourd'hui dans notre pays, en tout cas sur la métropole de Lyon, le critère de vulnérabilité pour mettre à l'abri de manière immédiate les enfants, c'est il faut avoir une maman et un enfant qui a moins d'1 an. Donc un enfant qui a 1 an et 3 jours, il ne sera pas prioritaire pour être mis à l'abri. Donc aujourd'hui dans les rues de Lyon, mais dans les rues de toutes les villes de notre pays, on a des enfants qui dorment dehors et des bébés aussi. Pascal Izoard, on vient de l'évoquer, mais comment se passe le travail du SAMU social sur le terrain ? Vous êtes contraint parfois de faire du tri, comme on vient de l'évoquer ?
Mais malheureusement, c'est vrai, et des choix sont à faire en dehors de cette situation qu'évoque Marie-Charlotte Garin, qui est d'avoir une famille avec un enfant de moins d'1 an. Et quand je dis famille, en fait, où là, l'enfant de moins d'1 an est le seul critère qui permet une mise à l'abri immédiate en toute urgence. Là, il arrive parfois que, faute de place, y compris dans la toute urgence, on doit demander aux mamans de se séparer de leur conjoint et du reste de la fratrie aussi, pour pouvoir être mis à l'abri. Donc, c'est des choix vraiment dramatiques. Et ça veut dire donc concrètement que lorsqu'il y a une place en plus qui se libère, et par miracle, eh ben pour nos professionnels, ça, dans le concret, il va falloir faire un choix, se demander si on va offrir cette place plutôt à une femme qui a 75 ans, qui a été expulsée cet été, qu'on connaît bien, que ça fait des mois qu'elle est dans la rue, ou à ce papa avec sa fille de 7 ans qui dort dans une voiture, là aussi depuis longtemps, et on n'a pas de solution à leur offrir, ou encore à cette maman avec un enfant qui est atteint de troubles autistiques, qui a des crises, qu'on assiste, et une fois que la crise est passée, que les pompiers sont partis, on la laisse sur un banc. Et ça, c'est des choses vraiment, on ne pouvait pas admettre et qu'on arrivait à résoudre. Et aujourd'hui, tout est tellement saturé, tout est tellement bloqué que ces situations-là s'installent et se normalisent. Euh, Marie-Charlotte Garin, on l'a dit, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 2 amendements visant à créer 10 000 places d'hébergement ont été rejetés par un 49.3, je précise, dans le cadre du projet de loi de finances. Au-delà de ces places en hébergement d'urgence, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, il faut bien comprendre que sur le temps long, on fait face à une double crise qui mène à cette situation. Il y a d'un côté une crise de l'accueil, c'est-à-dire qu'on accueille mal les gens dans notre pays, donc on a beaucoup de personnes en situation de migration qui se retrouvent à la rue. Et de l'autre, c'est la question de la crise de l'accès au logement. Donc avec la nécessité effectivement de pouvoir libérer les places en hébergement d'urgence, de produire beaucoup de logements sociaux pour que les personnes qui sont en hébergement d'urgence puissent passer dans du logement, on va dire, classique. Ça se fait sur le temps long. L'enjeu de ces places d'hébergement d'urgence, c'était de dire, là, quoi qu'il arrive, toutes les mesures qu'on va mettre en place aujourd'hui, de toute façon, elles vont mettre plusieurs années à pouvoir porter leurs fruits. Donc, pour faire face à l'urgence, il faut mettre les gens à l'abri. Donc, on ouvre des places d'hébergement d'urgence. Et c'était ça la nécessité, et de se dire que finalement, on ne peut pas renoncer face à un combat de cette ampleur-là, et que s'il y a des combats qu'on ne peut pas gagner, c'est-à-dire que peut-être que la misère dans notre pays, on n'arrivera jamais à l'éradiquer complètement, en tout cas, on ne peut pas se permettre de les perdre et de baisser les bras, même si c'est des combats qu'on mène sur le temps très long. Ce qu'on vit en ce moment, c'est l'expression, le signe d'une paupérisation de la société, Marie-Charlotte Garin? Oui, et je crois que les derniers indicateurs de l'INSEE le montrent particulièrement. Quand on a un Français sur 3 aujourd'hui dans notre pays qui indique qu'il se prive de nourriture parce qu'il n'a pas les moyens, en fait, ça devrait alerter le gouvernement, ça devrait mettre tous les moyens en rouge pour se dire attention, on a une énorme crise, une énorme précarisation de la population aujourd'hui dans notre pays, il faut agir. Et agir, ça veut dire bien évidemment ne pas continuer des politiques de casse sociale et bien mettre le soin et la protection des personnes au cœur de nos politiques publiques et pas comme une pensée qu'on a peut-être à la fin quand on arbitre sur le budget s'il reste de l'argent. Parce que ce qu'on nous a répondu aujourd'hui, c'était que créer les 10 000 places d'hébergement d'urgence, ça coûtait trop cher. Mais moi je dis, si on a été capable de faire un quoi qu'il en coûte pendant le Covid, dans ce pays, on devrait être capable de se dire on va mettre les enfants qui dorment dehors à l'abri, quoi qu'il en coûte. Pascal Izoard, quel est le profil de ces personnes dans la précarité? Et est-ce que vous notez une évolution depuis la création du SAMU social il y a 30 ans, une évolution dans le profil de ces personnes vulnérables? Une évolution, une massification, ça c'est sûr, des catégories qui effectivement se superposent. Et puis peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Marie-Charlotte Garin, je crois que si on est aujourd'hui dans une situation de blocage, c'est aussi parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Le choix de la financiarisation du logement, le prix aujourd'hui du logement a progressé énormément et beaucoup plus que les revenus. C'est devenu une source de revenus pour beaucoup de nos concitoyens aussi. Et dans d'autres pays, je pense notamment à la Finlande, qui est un pays que je mets régulièrement en avant parce qu'il est assez intéressant. C'est un pays qui a réussi à résorber le sans-abrisme, alors même que le logement avait connu lui aussi une explosion en termes de coûts pour la population. Mais ce qui s'est passé dans ce pays, c'est qu'en même temps que le logement se renchérissait, eh bien en même temps, le gouvernement a fait des choix structurels pour développer l'amortisseur de ce renchérissement pour les publics les plus fragiles, c'est le logement social. Et clairement, et en
particulier depuis les 5 dernières années, des gouvernements qui se sont succédés n'ont pas fait le choix de développer ce logement social qui est le seul et unique amortisseur disponible pour les publics dont on parle. Donc voilà, quant à Lyon, par exemple, si vous gagnez, il y a un rapport officiel de la préfecture et de la métropole de Lyon qui indique bien que si vous gagnez dans les 10% des revenus les plus faibles sur ce territoire, vous n'avez pas au logement et c'est très difficile jusqu'au 30%. Donc il faut être dans les 70% des gens qui gagnent le plus pour pouvoir s'en sortir. Dans le cadre des solutions concrètes qu'on pourrait apporter, Marie-Charlotte Garin, en quelques secondes, il y a peut-être les propriétaires de logements vides à Lyon qui pourraient être réquisitionnés. Vous leur lancez un appel ce soir ? Et que la réquisition, c'est aussi une compétence de l'État. Donc, c'est-à-dire que la préfecture, si elle le souhaite, le gouvernement, s'il le souhaite, ils peuvent d'ores et déjà actionner ce levier, réquisitionner les logements, mettre les familles à l'abri avec un accompagnement social. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est quand même des processus qui prennent du temps, mais en tout cas, c'est tout à fait faisable, c'est possible, et en fait, c'est toute une question de volonté politique, c'est tout. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage ce soir dans le cadre des 30 ans du SAMU social. Il est 19h.